Et donc, on peut commencer directement. Attaquons peut-être par le côté le plus intéressant, j'allais dire. Non, pas intéressant, mais peut-être celui qui attire le plus à l'attention, comme d'habitude. C'est l'attaque de Dallas, bien entendu, avec donc ce dilemme. Le dilemme Luka Doncic, le dilemme du pick and roll. Pas que le pick and roll, mais ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Donc allons-y, allons de ce côté U1 pour commencer dans cette preview tactique. Déjà, je pense qu'il faut commencer par ça, et on l'avait déjà souligné contre OKC, on l'a déjà souligné contre Minnesota, mais il y a la question pour moi assez fondamentale du premier rideau défensif, en fait. Et quand j'appelle le premier rideau, c'est qui est-ce qui est en face de Luka Doncic. Pourquoi ? Parce que comme déjà dit, hein, avec Doncic, c'est pas un porteur de balle classique, hein, c'est pas un mec qui fait 6-3, 6-4 ou autre. On a vraiment affaire à un mec extrêmement puissant, extrêmement imposant, et qui donc, finalement, juste coulisser et rester devant, ça suffit pas. Clairement, ça suffit pas. Il faut arriver à avoir un certain degré de physicalité, pardon, pour l'anglicisme, de dureté physique, pardon, plutôt, pour le dire en français, et de capacité, en fait, à repousser aussi. C'est pas seulement coulisser et contenir et rester en face, c'est aussi arriver à repousser, à l'empêcher d'aller sur ses spots, ce que, typiquement, Lou Dort arrivait à faire contre OKC, hein, cette donnée un peu physique, isolation en pick and roll, mais de passer devant ou d'empêcher la progression, et ce que n'est pas arrivé à faire Minnesota, comme on pouvait un peu le craindre, malheureusement. Donc, c'est vrai que cette donnée du premier rideau défensif, pour moi, elle est importante, elle est même primordiale avec Dallas. Et c'est vrai que, pour le coup, je pense que côté Boston, on est un peu plus dans la veine de Minnesota que de OKC. Parce que, certes, on a un Holiday qui ressemble tout de même assez à Lou Dort, mais je pense qu'on n'est tout de même pas à ce point costaud. Et voilà, en plus, il y a une donnée de taille qui est assez énorme avec Doncic. Donc, pour moi, Jour l'idée est peut-être le moins pire ou le mieux, ça dépend comment est-ce qu'on veut le tourner, mais effectivement c'est un match-up qui est plutôt pas mal, mais on a vu que voilà, même Jour l'idée, il peut se faire abuser en 1 contre 1 sur la puissance pure et dure par Luka Doncic. J'ai sorti une vidéo d'ailleurs il y a pas longtemps, je crois hier du coup pour vous, qui montre un peu ça, et donc on voit que Jour l'idée qui contre 99% des porteurs de balles ou autres extérieurs s'en sort très bien en termes de physique justement et d'épaisseur de torse. Là, contre Doncic, on a vu en saison régulière que au post-up, il se fait un peu manger, et même sur le contenir des drives, ok, il coulisse, mais il n'arrive pas à stopper, quoi. Donc voilà, il y a cette donnée très importante pour moi du premier rideau. Jour l'idée, peut-être le moins pire, mais un mec comme Derrick White aussi, défenseur d'élite, mais qui est un peu dans ce qu'on a dit avec Jaden McDaniels, c'est-à-dire excellentissime navigateur d'écran, élite en termes de technique défensive, vivacité, coordination, agilité, etc., mais qui n'a pas du tout cette notion de puissance, quoi. Donc Derrick White, à mon avis, ça passe pas en tant que défenseur en premier rideau sur Doncic. Bon, cela dit, c'est pas très grave puisqu'il faut bien quelqu'un pour aller sur Irving, et je pense que le match-up est peut-être un peu mieux sur Irving, et même assez bon sur Irving. Donc voilà, ni Jour l'idée, ni Derrick White, ni peut-être Jaylen Brown non plus, et ni Tatum. Même Tatum, on a vu qu'il pouvait se faire un peu dégager du chemin, et puis même si Tatum, franchement, ça me plaît pas mal, Tatum, même si c'est pas Lou Dort, c'est pas idéal. Ça me plaît pas mal, mais à quel point est-ce que tu as envie qu'on ait forcément Tatum qui va être le moteur de l'attaque, notamment à quel point tu as envie de le faire défendre à ce point sur Doncic, au prix et au risque de certaines fautes et au-delà de la fatigue, hein, c'est surtout les fautes que tu payes cher ensuite. Voilà, je sais pas, et pourquoi est-ce que pour moi, comme dit, ce premier rideau est à ce point important ? Parce que d'une part, ça permet à Luka Doncic et à Dallas d'initier de l'attaque sans rien faire, littéralement, sans système et même sans écran. Doncic n'a même pas besoin d'un écran pour créer un décalage initial, il peut juste attaquer en isolation ou en post-up, donc ça c'est quand même top. Plus aussi le fait que sur pick and roll, quand tu vas faire un drop, quand tu vas faire un edge, ou qu'importe le type de couverture, on va en parler, mais normalement il y a un peu cette notion aussi de le premier rideau doit être assez compétent. Or avec Doncic, c'est pas tant le fait de devoir traverser les écrans très vite et aller en position parce que le mec, l'attaquant est rapide, non. Dans ce premier rideau, et de traverser l'écran, il y a aussi une notion il faut que je traverse et que je revienne en position pour essayer de le freiner, de le gêner le plus possible. Vraiment cette notion d'offrir une résistance au contact, ce que, encore une fois, n'avait pas réussi à faire notamment un Jaden McDaniels, et c'est pour ça qu'on a vu que, vous avez entendu parler, hein, le drop qui a fait tant de bruit contre Minnesota, pour le coup, OKC est resté en drop toute la série contre Doncic, à peu près, à part quelques séquences par-ci par-là, mais OKC, ils sont restés en drop. Et pourquoi ça marchait ? Parce qu'il y avait Lou Dort, en fait. Et vraiment, ça change tout. Donc, cet aspect en finale de conférence, on a découvert que Luka Doncic pouvait battre le drop, c'est pas nouveau, en fait. C'est juste que Minnesota n'avait pas ce premier rideau assez costaud qu'a pu avoir OKC, qui, eux, sont restés en drop, et personne n'en a fait un débat national, j'ai envie de dire. Et là, donc, voilà, l'importance du premier rideau sur
isolation, premièrement, sur tout ce qui est traverser les écrans et tout ce qui est donc drop, edge, etc. Couverture un peu classique du pick and roll, si on peut dire. Et puis troisièmement aussi, pourquoi est-ce que c'est important cette donnée-là? C'est qu'on a affaire aussi à une défense qui est en switch all. Donc, une défense qui va beaucoup pratiquer le switch, changer sur les écrans. Quel est un peu le but de cette philosophie? C'est que justement, quand on change sur l'écran, on ne concède aucun décalage. Il n'y a pas un espace, il n'y a pas un décalage, il n'y a pas un avantage pour l'attaque en termes de soit on laisse un peu libre devant le ballon, soit on laisse un peu libre le rollman, qui est le poseur d'écran, qui peut ensuite rouler au panier, soit on peut... Voilà, il y a plein de petits décalages par-ci par-là. Voilà, a priori, le switch, ça permet de faire ça. Mais donc, le problème, c'est que si tu fais un switch, tu vas forcément avoir pas mal de monde face à Luka Doncic. Donc, c'est là-dessus où je pense que je vais un peu insister par ça pour commencer, parce que isolation, possiblement d'attaquer comme ça. Le premier rideau pour des couvertures un peu classiques et traditionnelles du pick and roll, et puis même pour le switch. Ça peut rentrer en compte là-dedans, cette notion du 1 contre 1. Donc, à noter, et comme dit, point de bascule, parce que si en effet on se rend compte que jour l'idée où Tatum arrive à tenir pas mal au contact, ça peut faire pencher la balance, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Je pense vraiment que ça va être un peu compliqué, d'autant plus que je parlais d'isolation, mais il faut aussi souligner le post-up. Pour le coup, Doncic, c'est aussi une arme dont dispose Jason Kidd, qu'il a déjà utilisé pas mal de fois. Alors, peut-être pas autant que je voudrais, mais il est capable d'utiliser ça, on change et on va en post-up pour aller affronter quelqu'un de plus petit, plus léger. Donc voilà, Doncic, il peut faire ça. Et donc, on arrive aussi à cette question du pick and roll. Voilà, on a évacué le premier rideau qui était un peu la notion principale à mon avis. Et donc, le pick and roll, comment gérer les pick and roll de Luka Doncic? C'est un peu toute la question. Et pour moi, on a un peu, je l'ai même pas précisé, mais au moment où moi j'enregistre, on n'a toujours pas de nouvelles précises pour Porzingis. A priori, il pourrait revenir, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas sûr, et surtout, il faudrait voir dans quel état. Mais pourquoi est-ce que je parle directement de Porzingis? Parce que, pour moi, on va avoir affaire à deux schémas différents. C'est-à-dire, Porzingis, on va pas switcher, évidemment, et Al Horford, en pivot, on va switcher. Voilà, les deux backups, et donc, possiblement, si Porzingis manque des matchs, malheureusement, on devrait avoir affaire à Al Horford qui pourrait donc démarrer et donc avoir de longues séquences de switch all. Donc, on a ça, sur les pick and roll, switch all, et puis, de l'autre côté, donc Porzingis qui plutôt va faire, je pense, tout ce qui est un peu drop, tout ce qui est un peu edge. Donc drop, qu'est-ce que c'est? C'est rester bas par rapport au niveau de l'écran, le temps que l'autre traverse l'écran, l'extérieur traverse l'écran et vienne contester ou revienne dans l'action. Le edge, qu'est-ce que c'est? Alors ça dépend de quel type de edge, mais notamment le edge, le soft edge, c'est on monte au niveau de l'écran, soft edge ou show, parfois on appelle ça, donc littéralement venir se montrer au niveau de l'écran pour stopper la pénétration. Et puis ensuite, il y a parfois du hard edge, qu'on a vu d'ailleurs en saison régulière, en deuxième mi-temps du deuxième match de la saison régulière, on a vu quelques hard edge parfois, et là c'est une tactique vraiment très agressive de faire un 2 contre 1 sur le ballon, vraiment en sortant très haut, mais donc on se découvre derrière. Et donc voilà, je pense que de base il faut quand même établir le fait que on va avoir affaire avec notamment les séquences Porzingis, avoir affaire avec un Luka Doncic qui va attaquer parce qu'il sait que ça ne switche pas. Donc ça va donner un décalage quelque part, sachant aussi que ça m'étonnerait qu'on reste en deep drop, c'est-à-dire que ça m'étonnerait qu'on ait un Porzingis qui reste extrêmement bas par rapport au niveau de l'écran. Je pense que le but c'est pas de le faire monter au niveau de l'écran, mais on va dire un peu entre les deux, quoi, un peu à 1 mètre, 1 mètre 2 mètres, quoi, d'essayer de contenir mais tout en restant bas, parce que le problème aussi, on l'a même pas encore précisé, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas des switches avec Porzingis? C'est parce que très grand, centre de gravité très haut, et donc beaucoup de mal à changer de direction, se réorienter. Donc voilà, c'est pour Doncic, c'est du pain béni, ça. D'avoir un switch Porzingis, c'est donné, quoi. C'est des points faciles. Donc, évidemment, pas de switch a priori avec Porzingis. Donc, ce qui fait que forcément, on pourrait arriver à des situations où, par exemple, on fait un drop. Or, le problème, pour moi, c'est que le drop, c'est bien, et Boston et Porzingis, c'est pas mal, mais puisqu'on parle de drop et puisque ça a été dans la conversation, encore une fois, à l'échelle nationale depuis 2 semaines avec les finales de conférence, le fait est que pour moi, Boston est une moins bonne défense de drop que les Timberwolves. Et pour une raison assez simple, c'est qu'on n'a pas le même degré, le même calibre de défenseur de drop qu'avec Gobert, en fait, très simplement, qui est le meilleur défenseur de drop qu'on ait en NBA et le meilleur depuis 10 ans, peut-être, même un peu plus, sans doute. Mais voilà, on n'a pas du tout à faire la même chose, et même Gobert, on a vu que pourtant, même lui, il a pu se faire gêner, en fait. Il a pu être gêné par ça, parce que le fait est que dans un drop comme Porzingis, par exemple, va rester bas, ça va donner de l'espace en sortie d'écran à Doncic, qui va pouvoir aller sur ses spots à l'intérieur, avec un premier rideau pas forcément capable de le bousculer, de l'empêcher de progresser et d'aller très loin. Et une fois qu'il est sur ses spots un peu dans la raquette,
bah, c'est un peu fini. Parce que soit c'est flotteur ouvert si Gobert ou alors Porzingis, donc pardon, si Porzingis ne monte pas sur Doncic, ça fait un flotteur ouvert. Et si Porzingis décide d'aller sur Doncic, bah ça libère le alley-oop dans le dos. Voilà, donc c'est là-dessus où on a vu que Minnesota a beaucoup galéré, soit côté Doncic, soit côté passing de Doncic quand ça montait un peu plus sur Doncic. Donc, premier élément, sachant aussi que, bon, j'ai déjà développé, je vais pas le refaire, le podcast bilan de la série d'avant, mais en effet, Minnesota s'est aussi ajusté petit à petit en apportant des aides de plus en plus pour aider ce fameux drop. Mais sauf que même là, Jason Kidd a réussi à s'ajuster en fait, à chaque fois. C'est-à-dire quand il y avait des stunts ou des aides en plus qui se rajoutaient à l'action pour protéger ce drop et ce fameux espace devant le drop, on a réussi à organiser le terrain de telle ou telle manière. C'est-à-dire avec seulement un shooter côté faible. Comme ça, quand il y avait une aide, elle pouvait être punie de suite. Ou alors personne sur l'aile. Comme ça, il peut pas y avoir un mec sur l'aile qui fait un stunt. Voilà, il y a plein de manières qui ont été trouvées. Et il y a aussi des Spain pick and roll. C'est-à-dire, on fait un écran dans le dos du mec qui veut faire un drop. Donc, imaginez Porzingis qui essaie de reculer et faire un drop. Et en fait, il se prend un écran d'un extérieur qui l'empêche de reculer. Donc voilà, un Spain pick and roll. Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est que pour moi, le drop, de toute manière, il va se faire cibler. Il va se faire attaquer Porzingis. Donc, tout dépend de à quel point est-ce que ça peut tenir. Tout dépend on verra, on va y arriver aussi par la suite. Le point central, c'est pas tant le drop, c'est pas tant le edge, c'est pas tant le switch en lui-même, c'est ce qu'il va y avoir autour. Donc voilà, et puis, il y aura aussi la question des match-up. Et notamment, avant de passer à ça, c'est vrai que l'autre aspect, donc le switch all, pourquoi est-ce qu'on fait un switch all? C'est pour, comme dit, ne concéder aucun décalage. Ça, c'est un peu la base, mais même ça dans la théorie, c'est vrai qu'il existe des solutions. Notamment le contre-move le plus classique, c'est... Alors, premièrement, je ne pensais pas à celui-là, mais premièrement, c'est les écrans qui sont placés très très haut, notamment. Donc, on a vu ça contre Minnesota, que le contre-move de placer un écran très haut fait que, même si tu veux switcher, t'as pas envie de... Enfin, si tu veux switcher et que tu montes au niveau de l'écran, forcément, tu laisses beaucoup d'espace dans ton dos. Et donc ensuite, sur une ligne droite avec beaucoup d'espace, face à un intérieur, Luka Doncic qui avance contre Horford qui recule, c'est compliqué de gérer autant d'espace. Donc ça, c'est premier contre-move. Et puis l'autre contre-move, surtout, c'est l'écran glissé. Et ça, c'est ça qui va être assez important, je pense, parce que si, en effet, on a Horford qui défend Derek Lively, Lively peut tout simplement glisser l'écran. Et donc, au moment du switch, il y a un peu un moment de latence, forcément. Un moment où on va dire c'est un peu flou, et c'est normal, mais entre le moment où le premier défenseur donne la responsabilité au deuxième. Voilà, dans un switch, on change, on se donne la responsabilité de l'un à l'autre, on change sur l'écran, mais il y a forcément un moment, un quart de seconde, parfois un peu moins, où c'est un peu, voilà, on est dans cet entre-deux, et donc l'écran glissé, qu'est-ce que c'est? C'est, je ne pose pas un vrai écran, je glisse directement au panier. Et je profite de ce temps de, ah tiens, est-ce qu'il est à moi, est-ce qu'il est à toi? En fait, moi je suis déjà en train de rouler au panier. Donc ça, c'est aussi un contre-move assez important. Et puis l'autre contre-move, entre guillemets, au switch, c'est juste le fait d'attaquer le switch, en fait. Si tu me donnes sur un plateau à Horford, ok, j'ai pas de décalage sur le pick and roll, donc j'ai pas un roll ouvert, j'ai pas un pull-up ouvert, j'ai pas un drive ouvert parce qu'il y a pas d'espace, ok, mais juste en fait je ralentis, j'ai Horford et puis j'isole Horford et puis je l'attaque en fait. Et là-dessus, c'est là que réside toute la force de Dallas, c'est cette capacité en fait à punir les mismatchs. Doncic est un véritable mismatch killer. C'est même plus que ça. C'est un défenseur killer en fait, parce que on a vu contre les Wolves que c'était même pas que les mismatchs. Même McDaniels, même Anthony Edwards, donc les défenseurs principaux, même eux, il est capable de les emmener 1 contre 1 avec son rythme hyper lent, pas de premier pas rapide, enfin pas hyper rapide en tout cas, pas explosif, mais avec son rythme lent, il est capable de les amener tranquillement au panier, sans écran, sans décalage. Il rentre l'épaule, il obtient l'angle, et puis il fonce sur le contact et il va jusqu'au panier. Donc voilà, Doncic, c'est plus qu'un mismatch killer. C'est un défenseur killer d'isolation sur n'importe qui, même des défenseurs principaux. Donc autant dire que si ça en vient à switcher avec donc Horford ou possiblement donc Tillman aussi, Xavier Tillman, on verra, on parlera de la rotation plus tard. Mais voilà, il y a aussi ce contre-move très simple de soit on fait un écran glissé, soit on fait un écran très haut, soit justement en fait si tu switches, j'attaque. Donc il y a ça qui est un peu un problème. C'est pour ça qu'on parle de dilemme du pick and roll, c'est que vous avez vu qu'on a décrit plein de situations où à chaque fois Dallas semble avoir une réponse. Mais comme dit, c'est aussi la définition de Luka Doncic et d'un tel meneur qui a les réponses à tout, qui a littéralement réponse à tout sur pick and roll. Alors après, avant de passer sur un autre aspect, l'aspect le plus important pour moi, parce que là on dit les couvertures de pick and roll, mais comme dit, c'est pas ça le plus important. L'autre aspect, c'est est-ce que on va voir des blitz?
Est-ce qu'on va avoir des prises à 2 extrêmement agressives? Ça va nous permettre d'ailleurs de faire cette transition, puisque quand tu fais une prise à 2, quand tu fais un blitz ou quand tu fais un hard edge, bon, c'est pas pareil, un blitz, c'est un peu, je monte très haut, je fais une prise à 2, parfois on dit trap aussi, une trappe, pas en français, hein, le mot anglais trap, T-R-A-P, enfin c'est pareil, mais je veux dire, c'est pas la même orthographe, on se perd déjà, pardon. Mais bref, quand tu mets 2 sur le ballon, que ce soit vraiment 2 qui restent sur le ballon, ou même 2 sur le ballon pendant juste un moment assez court, quel est le problème? C'est que Doncic, même là, c'est le meilleur passeur du monde en tant que porteur de balle, bon, Jokic un peu à part, mais c'est le meilleur passeur du monde sur ce rôle-là, et on a bien vu qu'il est capable de punir avec... Surtout, en fait, c'est la clé, c'est qu'il est capable de punir avec une aisance incroyable. Vraiment, je pense que ça, on s'en rend pas compte, mais c'est là où la taille rentre en compte, et elle est primordiale, parce qu'on a vu contre Minnesota que même, il y avait des fois où on avait Naz Reid avec toute sa taille, toute sa longueur, qui faisait un blitz agressif, et pareil pour Gobert, taille, longueur de bras, etc. Et le mec, il ne paniquait pas, en fait. Doncic ne panique pas, et par-dessus toute cette longueur et tous ces centimètres qui pourraient étouffer à peu près n'importe qui, en fait, Doncic, pourquoi est-ce qu'il panique pas? C'est qu'il a les bonnes lectures dans la tête, donc il panique pas de ce point de vue-là, mais il a aussi la capacité à, je reste debout et je passe par-dessus, en fait, avec moi-même, ma taille et mes bras. Donc, c'est là-dessus où un petit pourrait paniquer et dire mince, il faut que je recule, il faut que j'aille dans cet angle-là pour libérer un angle de passe, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Doncic, il est pas du tout paniqué. Allez voir, il reste vraiment debout sur ses appuis, tranquille, quoi. Donc, il y a ce problème aussi de à quel point est-ce qu'il faut faire un blitz, à quel point est-ce que la solution, ce serait pas de faire des prises à 2 extrêmement agressives pour le forcer à lâcher la balle, quitte à concéder des choses ailleurs. Et donc, c'est là où on arrive aussi au point principal pour moi. Je sais que beaucoup de monde discute un peu de tous ces types de couvertures différentes de pick and roll. Pour moi, l'essentiel n'est pas là. Je l'ai fait un peu là. J'ai décrit pourquoi est-ce que ça peut poser problème. Je l'ai fait, mais pour moi, c'est pas ça le principal. Parce qu'en fait, justement, on a bien vu que n'importe et qu'importe le type de couverture de pick and roll, Doncic va pouvoir et va être capable de le battre. Voilà, c'est comme ça. On a cet aspect où il peut prendre le pull-up à 3 points, tu passes sous l'écran. Il peut driver à l'infini, à volonté et en étant très bon. Il peut faire la passe au alley-oop si tu montes un peu trop sur lui. Il peut faire la passe par-dessus une prise à 2 si tu fais une prise à 2, etc., à l'infini. Il peut faire aussi la passe vers le corner opposé si tu fais une prise à 2 et que tu compenses derrière et que n'est ouvert que seulement le corner à 3 points opposé. Il peut faire cette passe-là aussi. Donc, ok, justement, puisque Doncic est capable de battre tout type de couverture différente, pour moi, ça sert pas à grand chose de discuter de ça, et à mon sens, le plus important, et ce qui va décider de la série, c'est l'attitude de la défense collective de Boston. Et pour le dire donc assez simplement, à quel point est-ce qu'on va avoir une escouade de Boston dans ses rotations et ses positions off-ball, loin du ballon, qui vont être agressives ou pas? Parce que, pour le coup, si on se base sur l'échantillon de saison régulière des 2 matchs qu'on a eu, ce qu'on voyait, c'est que ça aidait pas tant que ça, quoi. Et c'était même allez voir la vidéo encore une fois si ça vous intéresse de le voir concrètement, mais moi c'est un reproche que j'ai sur ces matchs-là, c'est ok, tu fais un switch, il n'y a pas de problème. Je comprends la philosophie du switch, de dire on change sur l'écran, aucun décalage. Ok. Mais tu peux pas ensuite faire ça et ne pas protéger ton switch. Tu peux pas concéder le 1 contre 1 à Horford Doncic et ne pas venir aider nulle part dans l'action. Ni en tête de raquette, ni au panier, ni nulle part. Alors, ok, ça a une vertu qui est que tu viens un peu piéger l'attaquant vers de l'isolation, qui est une action moins rentable qu'une action avec décalage, avec extra pass, driving kick, etc., etc. Ok, mais sauf que là où ça marcherait pour la majorité des joueurs NBA, ça marche pas avec Doncic qui est à ce point bon pour punir les switches. Et puis, on peut rajouter aussi ça, Irving également. Kyrie aussi, c'est pas Doncic, on est quand même sur quelqu'un, un des tout meilleurs de NBA pour punir les switches également. Donc, c'est là-dessus où ça va être très compliqué, et c'est pour ça que je dis, qu'importe le type de couverture défensive, c'est pas ça qu'importe. Ce qui importe, c'est à quel point est-ce que tu vas être agressif par ailleurs. Et comme dit, en saison régulière, ils l'ont pas trop fait, mais bon, c'était que la saison régulière, donc tu laisses en isolation en 1 contre 1 Peyton Pritchard contre Doncic ou alors Ford contre Doncic. Bon, mais voilà, ok, c'est la saison régulière, on va dire. En playoff, j'espère un peu plus, et surtout, c'est vrai que en termes d'attitude et de tendance générale de Boston toute la saison, on n'est pas complètement sur une des défenses les plus proactives de NBA, justement. C'est un peu là-dessus que toute leur philosophie est bâtie, c'est-à-dire on mise un peu sur la rentabilité. Sur vraiment ce côté où on switch tous les écrans, comme ça, c'est compliqué de faire des actions un peu complexes face à nous et de créer des décalages un peu partout et de manière variée. On switch,
Et l'idée, le but principal de cette défense, c'est en switchant, en concédant des mismatchs et des match-ups, on attire un peu vers de l'isolation et c'est des tirs pas rentables. Ok. Mais en l'occurrence, par ailleurs, c'est pas non plus une défense qui donc va beaucoup aider sur les switches, justement. En tout cas, d'habitude. Et en saison régulière, c'est plutôt ça. Donc, c'est là-dessus où je pense qu'il n'y a pas forcément les automatismes. Je pense que le plan de base et la philosophie de l'équipe, c'est ça. C'est donner ce switch et attirer et laisser l'adversaire essayer de punir un switch, ok. Mais sauf que, comme dit, Doncic, c'est pas n'importe qui. Et donc, lui, pour le coup, t'es obligé de venir aider. Et donc, comment est-ce que ça peut se manifester? Et là, je parle de switch, mais pareil pour les drops, pareil pour les edges, pareil pour tout, en fait. Même pareil pour l'isolation. À quel point est-ce que tu vas venir aider sur l'action et sur le ballon? Voilà, la couverture du pick and roll, à la limite, on s'en fiche un peu royalement. J'exagère beaucoup, mais voilà, j'exagère. On s'en fiche un peu. Ce qui va compter, c'est, ok, tu fais ton switch, mais ensuite, pour l'empêcher de driver un peu tranquillement et attaquer le mismatch, il faut que tu aies un stunt, il faut que tu aies quelqu'un qui vienne boucher l'espace en tête de raquette, en venant depuis l'aile, par exemple. Il faut que tu aies quelqu'un en rotation, voire même en pré-rotation, non pas qui viennent aider au panier avec le bon timing, mais qui viennent en amont de l'action se mettre sous la raquette pour empêcher, pour dissuader un drive. Comme ça, Doncic, il croit qu'il a un mismatch, et en fait, c'est pas un contre 1 parce que c'est un contre 2, parce qu'il y a son mec plus le mec derrière, et donc, un contre 2, tu te dis, bon, je vais pas essayer de driver puisqu'il y a déjà du trafic, je vais prendre le pull-up à 3 points. C'est un peu l'idée. Donc voilà, je pense que vraiment, pour moi, c'est le point central de cette série. Boston, c'est pas une équipe qui, d'habitude, est très proactive sur ce genre d'aide, parce que, comme dit, leur philosophie générale, c'est on a des top défenseurs de 1 contre 1, on change et on laisse faire les 1 contre 1. Et c'est vrai que, en termes de rentabilité sur une saison régulière, c'est fantastique. Vraiment. Parce que, voilà, t'as rien à faire, le niveau de compétition est ce qu'il est, et que ça passe, en fait. Vraiment sur le côté surplus mathématique, le côté calcul de rentabilité, oui, ça passe, juste de changer. Là, en finale, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que t'as pas n'importe qui, et donc si tu restes un peu sur ce modèle de mais non, mais on switch et puis on protège pas, tu peux le punir. Tu peux le payer, pardon. Tu peux le payer très cher parce que Doncic, il peut punir à la fois, et ça aussi c'est un point clé, Doncic peut punir à la fois les gros comme les petits. Et d'ailleurs, même ceux du milieu, on l'a dit, hein. Même les Jrue Holiday ou les match-up directs, hein, Jrue Holiday, Tatum, Brown, Derrick White, il peut les punir. Mais donc surtout, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va beaucoup chasser l'intérieur. Donc à Horford, Porzingis, pour les isoler en périmètre et ensuite les attaquer, j'espère sur drive plus que pull-up. Et puis deuxièmement, ça peut aussi switcher et chercher le switch sur Peyton Pritchard et Sam Hauser, notamment. Ou même d'autres petits, hein. Même Derrick White, hein, pourquoi pas, mais on peut imaginer ça, même si Derrick White n'est pas petit, mais par rapport à Doncic, il est petit, vous avez compris. Mais voilà, notamment Peyton Pritchard, je sais que le match qu'on a eu en mars, on a eu beaucoup de situations où c'était du post-up. Bon, je ne sais pas pourquoi Doncic a mis aucun de delay-up face à lui, ou en tout cas assez peu, mais on a vu qu'à chaque fois c'était dangereux. Et on a vu aussi que très peu souvent ça venait aider. C'était un peu ce côté, on laisse le mismatch, et puis Doncic, voilà, même Doncic c'est de l'isolation, donc ça va. Et en fait non. Donc, c'est le point central, c'est qu'avec son profil qui est capable de punir et d'aller chercher les gros comme les petits, en fait, tu as besoin d'aider. Donc, quand tu fais un switch, il n'y a pas de problème, mais ne laisse pas en 1 contre 1 un peu isolé à Horford. Il faut que tu aides en tête de raquette, il faut que tu aies des stunts un peu agressifs pour freiner dès le début du drive, quitte donc à concéder des 3 points ouverts. Parce que oui, forcément, tu vas laisser, si tu viens aider, tu viens boucher l'espace, soit en amont, soit pendant l'action, tu fais un stunt. Donc je bondis, je jaillis dans l'action, puis je reviens. Contrairement à à la gap defense, où en fait tu te mets en pré-rotation déjà au début de l'action, tu te mets dans l'espace avant que le drive commence. Bref, donc qu'importe le timing, forcément que quand tu dézones, tu abandonnes quelqu'un. Donc c'est là-dessus où il y a aussi ce point clé pour moi, c'est ça qui va un peu se répondre. À quel point est-ce que Boston va arriver à être proactif, et de l'autre côté, à quel point est-ce que Dallas va être capable de punir ce genre d'aide si elles viennent? Je pense qu'elles vont venir, hein. Je mets un point d'interrogation parce qu'on n'a pas trop vu ça de la part de Boston, mais si ça vient, en effet, à quel point est-ce que Dallas est capable de punir avec du shoot à 3 points, on sait que le spacing n'est pas parfait, et des connecteurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire la passe, en fait. Parce que parfois, si tu as un close-out sur toi, il faut être capable d'attaquer, de faire un dribble, de poser le ballon et de faire une extra passe en mouvement. Donc, pour moi, la question, elle est là. Elle est à quel point est-ce que Boston va être proactif dans sa défense pour
protéger un switch, protéger un drop, protéger un edge, protéger un blitz. Donc dans son activité off-ball, arriver à prioriser le panier et protéger et boucher l'espace à l'intérieur, quitte à concéder les 3 points. Et donc, en symétrie, de l'autre côté, le point de bascule, bah forcément, c'est à quel point Dallas peut en tirer profit. On sait que le spacing, sur le papier, il n'y a pas que des shooters géniaux, mais qui pour l'instant ont quand même beaucoup mis leur tir sur ces playoffs. Je crois que depuis le deuxième tour, par exemple, PJ Washington, il est à plus de 38% sur 7 ou 8 tentatives par match, par exemple. Bon, on ne s'attendait pas forcément à ça pour l'instant en saison régulière. Enfin, on ne s'y attendait pas tout court. Jones aussi, Derrick Jones Jr., il a des hauts, il a des bas, mais il met pas mal de tirs. Joel Green aussi peut en rentrer. Bref, on n'a pas que des shooters parfaits, mais il y a aussi cet aspect où tu peux avoir des shoots ouverts, et surtout, tu peux avoir des shoots ouverts dans les corners. C'est ça aussi la grande force de Dallas, si vous allez voir les chiffres, c'est que Dallas obtient pas que des 3 points. Ils obtiennent aussi beaucoup de 3 points dans les corners. Et c'est ce qui aide aussi, ce qui facilite forcément ce côté shot-making. Parce que, en effet, un tir à 3 points dans le corner est plus facile qu'un tir à 3 points un peu top of the key, en fait, comme on dit. Donc ailleurs que dans les corners. Donc c'est aussi pour ça que, nuancé, je sais pas, mais c'est pour ça aussi que ça aide à ce que les pourcentages de Dallas à 3 points soient à ce point haut par rapport à nos attentes. C'est que faut aussi retenir qu'il y a beaucoup de tirs dans les corners. Et pourquoi il y a beaucoup de tirs dans les corners ? Parce que, justement, on est capable de tirer profit de cette aide, ces aides agressives sur Doncic pour faire bouger la balle, attaquer le close-out, extra passe, et trouver le corner. Donc, voilà, point central pour moi. Un peu en symétrie, c'est les aides proactives ou pas de Boston et la capacité de Dallas à punir ou pas. Pour essayer de le résumer, à quel point est-ce que Dallas, sur une série de 5, 6, 7 matchs, peut avoir au moins 4 matchs avec une bonne réussite à 3 points. C'est pas donné d'entrée de jeu, c'est pas donné parce que, comme dit, c'est pas des shooters géniaux, mais c'est pas à exclure. Surtout que, d'autant plus, je viens rajouter l'élément Jason Kidd, qui, comme dit, a déjà montré qu'il pouvait s'ajuster. Déjà, en saison régulière, on a vu un truc comme ça, dans le sens où, en saison, on a eu des stunts qui venaient parfois sur Doncic. Qu'est-ce qu'on fait ? On met, de côté stunt, on met Kyrie Irving, et on ne met que lui. Et donc, notamment, il y a une action où, quand Jrue Holiday vient faire un stunt et essaye de gêner, se rajouter, vient aider par rapport au switch de Horford, il vient se rajouter dans l'action, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus que Irving tout seul dans le corner. Et il n'y a pas un deuxième défenseur pour coulisser depuis l'aile dans le corner. Et donc, Irving, 3 points, facile, ouvert. Voilà, il y a ce genre de petits détails. Il y a aussi le fait qu'on peut faire des pick and roll à 2 écrans, par exemple, les double drag. Il y a le fait aussi que l'organisation du terrain, elle peut être faite de manière à ce que, ce qu'on a vu contre Minnesota, en fait. Au bout d'un moment, les Wolves, qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger le drop et pour empêcher qu'il y ait cet espace de libre en sortie de l'écran pour Doncic ? Ils ont rajouté des stunts. Donc, ils ont rajouté ces fameuses Z en tête de raquette depuis l'aile, qui viennent un peu gêner l'espace. Comme ça, il n'y a pas besoin que Gobert monte. Il a un mec qui, à sa place, vient se mettre dans l'espace et empêche Doncic de driver nord-sud. Ok. Mais donc, quel a été l'ajustement dès la deuxième mi-temps du match 4, quand ça a été fait cette tactique, puis match 5, encore une fois, ça a été décrypté en images, si ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube, vous allez voir que Kidd, il fait des ajustements en termes d'organisation de l'espace. Et à chaque fois, on dit à Doncic d'attaquer sur le terrain et sur le côté du terrain où il n'y a qu'un seul attaquant et donc qu'un seul défenseur. Et en plus, cet attaquant, il n'est pas sur l'aile, il est dans le corner. Donc, si l'aile, il n'y a personne, il n'y a personne pour venir faire un stunt depuis l'aile, pour coulisser depuis l'aile, pour gêner le drive. Et donc, Doncic pouvait de nouveau aller sur ses spots comme en début de série où il n'y avait pas ses stunts. Voilà. C'est plein de petits détails, mais en effet, je pense que voilà, il n'y a pas que le shot-making pour moi. Il n'y a pas que le fait de dire finalement, on peut parier, même si je suis d'accord, le fait de parier sur PJ Washington qui manque des tirs ouverts ou Derrick Jones Jr. qui manque des tirs ouverts, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ajustements possibles de la part de Jason Kidd, ne serait-ce qu'en termes d'organisation du terrain, pour faciliter la vie et pour trouver des bons shooters. Et puis on n'a même pas parlé, mais au-delà de comment est-ce que tu organises le terrain, il y a aussi qui est-ce que tu fais jouer. Et donc par exemple, quand tu as Luka Doncic qui fait un pick and roll sur l'aile ou plein centre, soit tu mets personne sur l'aile, comme ça il n'y a pas un défenseur qui peut s'interposer, soit sinon sur l'aile, tu mets Kyrie Irving. Ou tu mets Jaden Hardy. Ou Tim Hardaway Jr. Tu mets un shooter qui est capable de punir le stunt. C'est-à-dire que quand son défenseur dézone, cet attaquant peut prendre le tir parce qu'il a cette qualité de tir.
Et notamment, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais Jaden Hardy a eu beaucoup de temps de jeu sur cette série contre les Wolves parce que c'est un magnifique stunt beater, notamment grâce à ça. Mais voilà, il y a aussi cette tactique et c'est pas aussi facile que tiens, il faut apporter de Z, il faut pas apporter de Z. Il y a toujours des éléments qui se répondent en fait. C'est pas aussi simple que tiens, il faut être très très agressif ou alors il faut être pas agressif quoi. C'est assez complexe et même Dallas peut répondre quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est que Dallas peut aussi y répondre. Mais voilà, donc on a cet élément et puis l'autre élément qui va un peu se rajouter à ça, c'est la question des match-ups directs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Là, je parle pas forcément de qui sera sur Doncic, ça on l'a un peu abordé, mais surtout sur qui seront Al Horford et Porzingis. Parce que ça, pour le coup, c'est aussi une manière pour Boston d'essayer de dicter la série et de dicter quels pick and roll vont se mettre en place. Donc, concrètement, qu'est-ce que je veux dire ? Et on l'a déjà vu d'ailleurs sur les matchs de saison régulière, c'est que on n'est pas obligé de mettre notre défenseur que Dallas veut cibler, on n'est pas obligé de le mettre sur Dereck Lively ou sur Gafford d'ailleurs, qui est arrivé en cours de saison. Non, on n'est pas obligé en fait. Parce que Dallas, quel est le rêve de Dallas ? Voilà, quel est très, très simplement. Dallas et Doncic, ils aiment bien avoir leur partenaire préféré de pick and roll, c'est Lively. Ok. Et puis de l'autre côté, ils veulent aussi cibler des mauvais défenseurs, en tout cas des défenseurs plus fragiles, donc Al Horford ou Porzingis. Mais donc, si tu es Boston, est-ce que tu laisses Porzingis et Al Horford sur Dereck Lively ? Non, c'est un peu bête parce que tu permets à Dallas de faire d'une pierre deux coups. Donc, ce qui a déjà été fait, ce qui va être refait à mon avis, c'est on met Al Horford ou Porzingis ailleurs, et notamment sur un non-shooter. Comme ça, tu poses un peu le dilemme à Dallas, tu dis, ok, tu fais ce que tu veux, mais soit tu peux attaquer avec ta cible, ton partenaire de pick and roll préféré, Lively, mais à ce moment-là, tu vas devoir affronter Tatum sur l'écran. Enfin, tu vas pas pouvoir attaquer frontalement Porzingis ou Al Horford, ce sera Tatum qui va défendre Lively. Ou alors, de l'autre côté, si tu veux cibler Porzingis ou Al Horford, tant mieux. Tu peux faire venir le mec qui est défendu par eux, donc en général, ça sera Josh Green, Derrick Jones Jr. ou autre, par exemple, ou PJ Washington. Donc si tu veux, tu peux cibler Porzingis ou Al Horford, mais tu ne pourras pas le faire avec Lively. Tu ne pourras pas le faire avec ta cible de pick and roll préférée, Lively ou Gafford. Donc, c'est un peu un côté dilemme de on peut pas on te donne pas les deux, quoi. Tu choisis, tu fais comme tu veux. Mais donc, par exemple, si tu veux impliquer Porzingis, tu n'auras pas une aussi bonne option de alley-oop, une aussi bonne menace de alley-oop pour faire reculer Porzingis, par exemple. Si tu fais venir Al Horford qui défend un Josh Green ou un Derrick Jones Jr., si tu veux. D'ailleurs, même Boston parfois faisait des edges ou des pick and roll des couvertures un peu plus traditionnelles. Donc, Al Horford qui fait un petit drop, par exemple, plus Jaylen Brown qui revient sur Doncic. Et donc, qu'est-ce que deux sur le ballon un peu de facto, qu'est-ce qui se passe ? On a le pick and pop qui est ouvert. Mais le pick and pop, c'est Josh Green. Ou alors le pick and pop, c'est Derrick Jones Jr. Voilà. Donc, voilà, il y a un peu ce côté match-up qui va permettre un peu de dicter le pick and roll d'un point de vue défensif. Et après, ce sera à Dallas à choisir. Est-ce que je veux développer mon attaque avec Lively ? Je passerai à côté de mettre à mal Porzingis. Et donc, j'ai cette option de lob, mais je ne peux pas cibler Porzingis. Ou alors l'inverse, je cible Porzingis, mais sans cette option de lob qui est une menace primordiale dans la défense et dans mettre à mal ce drop. Donc voilà, PJ Washington, c'est sympa, mais ça n'a pas la même verticalité. Même si, Washington peut aussi faire des écrans glissés qui ont fait du mal à Boston. Fermons la parenthèse, mais allez voir la vidéo si ça vous intéresse du deuxième match à Boston. Ou alors, pareil pour Al Horford, il y a un peu ce côté où on n'est pas obligé de faire un switch non plus, pas tout le temps. On peut aussi faire une couverture un peu plus normale, un peu plus, Horford plus le porteur de balle, le défenseur du porteur de balle reste sur Doncic, mais ça laisse un décalage, sauf que ce décalage, c'est nous qui décidons de qui va être laissé ouvert. Si on met Horford sur Jones, c'est nous, Boston, qui dictons qui va profiter de ce décalage. Et donc, notamment, c'est un peu bête, par exemple, de mettre Al Horford sur un Maxi Kleber, qui lui a le pick and pop. Non, parce que du coup, tu donnes un décalage et tu donnes cet espace ouvert et cet avantage, tu le donnes à Kleber qui est un peu compétent sur le pick and pop. Non. Alors que là, si tu peux arriver à choisir, en fait, avec la question des match-up, tu peux arriver à choisir qui va profiter de ce décalage. Et en un sens, c'est un peu ce que j'aime bien appeler, moi, une valve de décompression. C'est-à-dire que si tu as un non-shooter sur qui tu sais que tu n'as pas besoin de faire un close-out parfait, tu n'as pas besoin de faire une rotation pour venir compenser, tu es plutôt content de le laisser ouvert, tu peux te permettre de mettre plus de pression sur le ballon parce que tu as cette valve de décompression derrière. Voilà, donc
la question des match-up directs, à mon avis, elle est importante parce que c'est une manière pour Boston d'arriver à dicter un peu quel pick and roll va être joué et pourquoi. Donc, soit Dallas, tu attaques avec tes cibles préférentielles, si tu veux, soit sinon, tu attaques le défenseur que tu as envie de cibler, mais pas avec les mêmes joueurs que tu voudrais. Et en plus, c'était un peu un problème parce que dans la série d'avant, parce que Minnesota, on aime bien laisser Gobert un peu off-ball, un peu en safety. On le met sur un non-shooter et finalement on le laisse faire le roamer, le safety, le libéro qui respecte pas le joueur et qui reste autour du panier. Bon, il l'a quand même fait de facto, mais le problème c'est que Gobert il n'a pas pu être sur un non-shooter parce qu'il n'y avait pas tant que ça de vrais non-shooters finalement à Dallas. Donc ce choix n'a jamais vraiment été fait. Donc, à surveiller aussi cet aspect de match-up pour cette série vis-à-vis de Boston, parce que c'est exactement déjà ce qu'ils ont fait en série régulière, assez fréquemment, et c'est un contre-move assez intéressant, parce que tu prives finalement Doncic de son fameux pick and roll 1-5 versus le défenseur qu'il a envie de cibler, hein, notamment tout ce qui est, j'ai dit, oui, le contre-move au switch, si à Horford de faire un switch, et que Lively peut glisser l'écran. Bon, ben voilà, si Horford est pas sur Lively, ben c'est pas pareil, quoi. Si c'est Josh Green ou si c'est Derrick Jones Jr. qui doit glisser l'écran, bah certes, en termes de vivacité, ok, il peut glisser l'écran s'il veut, mais il ne représente pas une menace ensuite de rôle aussi grande que Lively ou Gafford, par exemple. Bref, donc voilà un peu pour la question des match-up, même si là encore, Dallas pourrait arriver à contrecarrer avec voilà, le fameux la chasse au mismatch où je fais venir un tel, puis un tel, puis un tel, et puis au final, Porzingis, on fait 3 switches pour essayer de ne pas l'impliquer sur l'écran. À chaque fois que son attaquant remonte, Jrue Holiday ou Derek White, il dit non, reste en bas, moi je prends la responsabilité. Au bout d'un moment, tu fais tourner les joueurs, tu dis allez, tu fais ta course et tu t'en vas, tu fais ta course et tu t'en vas, il reste plus que le Porzingis de ce côté-là du terrain et son mec, et donc son mec vient poser l'écran, et au final, tu arrives un peu, tu grilles un peu le chronomètre, mais tu arrives au final plus ou moins à l'impliquer. Donc voilà, c'est aussi à surveiller parce que point de bascule, je sais pas dans quel côté ça va tomber. Et puis peut-être un mot aussi sur Irving, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Irving. Lui, à mon avis, peut arriver à battre pas mal de switch, déjà, alors pas autant que Doncic, mais quand même. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien avec Irving, c'est qu'il a cette menace un peu plus dynamique du pull-up en sortie de dribble, ce qui fait que souvent, sur ces playoffs, on a vu des couvertures de pick and roll qui étaient un peu plus agressives sur lui. Et notamment, voilà, OKC, ça faisait un drop contre Doncic, mais contre Irving, ça faisait un edge. Donc on montait au niveau de l'écran pour essayer d'empêcher ce pull-up à 3 points. Parce que si on reste en drop, on se fait punir. Pareil pour Gobert, qui parfois tentait de rester en drop et il se faisait punir sur le pull-up à 3 points. Donc l'action d'après et les 2 ou 3 actions d'après, ça remontait. Ça remontait au niveau de l'écran pour essayer de contenir. Donc là, à quel point aussi est-ce qu'il n'y a pas un peu un filon à creuser peut-être en termes de passing, parce que 2 sur ballon, vous le savez, ça peut déclencher quelque chose derrière. Et même, en fait, je me demande à quel point est-ce que finalement le match-up avec Derrick White, enfin, je sais pas qui va le gagner. Si on me dit Derrick White fait un boulot fabuleux et Irving a rien mis, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas non plus que le pur shot-making qu'on a vu d'Irving, ça marche et ça fasse des gros matchs, quoi. Et comme j'ai répété, c'est aussi l'ADN de cette équipe, c'est que c'est pas que de la surchauffe qui sort de nulle part et totalement aléatoire. Le fait est que quand tu as 2 superstars, tu vas avoir pas mal de soirées où les stars vont mettre pas mal de tirs difficiles. Et voilà, c'est pas totalement du hasard, quoi. C'est pas comme si c'est pas le même proportion à faire des bons matchs et à mettre des tough shots que si c'était Treman et Pokuševski. Voilà, évidemment, j'exagère, mais voyez un peu l'idée, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.